Le gouvernement de transition dans les Cascades, le chef de l'État a prêté une oreille attentive aux préoccupations des populations et présenté la feuille de route de la transition aux forces vives de la région. Pour avoir défendu et gagné la bataille pour l'interdiction des sachets plastiques au Burkina Faso, Salif Ouedraogo est désigné homme de l'année 2014. L'ancien ministre de l'Environnement reçoit son prix à la veille de l'entrée en vigueur de la loi portant interdiction des sachets plastiques au Burkina Faso. Et puis, Timbuktu d'Abderrahmane Sissako en route pour les Oscars aux États-Unis. Après avoir remporté le César du meilleur scénario et celui du meilleur film en France, il est en liste pour l'Oscar du meilleur film étranger. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision de Burkina. La cité du paysan noir a connu une effervescence des grands jours hier et pour cause la visite du chef de l'État. Le président de la transition a voulu se mettre à l'écoute des préoccupations dans les Cascades. Aussi a-t-il convié la quasi-totalité de son gouvernement à un face-à-face avec les forces vives de la région et il a par la même occasion présenté la feuille de route de l'exécutif pour la période de la transition. Nous suivons le résumé des échanges avec Ernest Kambiré. Nous sommes venus demander votre soutien. Nous sommes là pour vous écouter, échanger, partager, recueillir vos préoccupations afin de relever ensemble les défis de la transition. C'est en ces termes que le président du Faso, Michel Kafando, a introduit les échanges de ce face-à-face direct avec les forces vives de la région des Cascades. Un moment très attendu au regard du contexte sociopolitique du Burkina. Une rencontre interactive saisie par l'exécutif de la transition pour décliner sa feuille de route. Un programme bâti sur 4 axes. Le président du Faso considère qu'il faut mettre de l'ordre dans la maison, apporter une justice véritable et équitable pour le peuple, préparer les élections acceptées de tous et enfin parler le langage de la réconciliation. L'idéal pour nous, c'est de faire en sorte qu'à l'issue de ces élections présidentielles et législatives, nous retrouvions un pays où il fera bon de vivre, où en tous les cas, toute la respectabilité sera prise en considération, où les frères, où les parents, tout le monde se retrouvera dans une nouvelle institution, enfin en tout cas dans une société où nous allons tous nous sentir que nous avons donné l'exemple. Et à ce propos, je vous dis, beaucoup de gens attendent que nous puissions finir ce que nous avons commencé pour en faire un exemple pour l'Afrique, pour en faire un exemple pour tous les pays aussi qui rêvent finalement de faire comme nos prédécesseurs ont fait. Alors, franchement, je vous demande, aidez-nous, donc accordez-nous votre confiance. Avant de passer la parole aux forces vives des Cascades, une synthèse des actions du gouvernement de la transition au profit des populations de la région sur le plan économique a été présentée par le ministre délégué chargé du budget. Amina Bila a d'abord laissé entendre que la région des Cascades mérite l'attention du gouvernement de la transition. Des actions urgentes seront déployées pour lutter contre la fraude, ce cancer qui mine les sociétés de la région. Pour 2015, plus de 2 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la poursuite et l'achèvement des travaux du barrage de Moussodougou. 70 millions de francs CFA sont également prévus pour permettre d'achever les travaux de construction du stade de Bamfora, côté dépenses directes pour la région. Pour les dépenses d'ordre général, il est prévu plus de 3 milliards de francs CFA pour subventionner les accouchements et les soins obstétricaux d'urgence, 2 milliards 660 millions de francs CFA au titre du programme transformation des CSPS en centres médicaux avec antenne chirurgicale et les CSPS de la région sont concernés. Pour financer les initiatives des jeunes, des femmes et du secteur informel, l'État s'engage à débloquer des ressources qui vont de 2 à 6 milliards de francs CFA pour alimenter les différents fonds qui prendront en compte la région des Cascades. Des actions pour relancer l'économie de la cité du paysan noir et de sa région. Quant aux préoccupations soulevées par les forces vives, elles se résument essentiellement sur la situation des unités industrielles, la création d'emplois pour jeunes, le financement des activités génératrices de revenus pour les femmes, le délai d'exécution des marchés, l'éducation, les libertés syndicales, la suspension des activités de la RTB2 Cascade et la question de la vie chère, notamment dans sa composante baisse du prix du carburant. Et là-dessus, le chef du gouvernement rassure. Si les prix des hydrocarbures continuent de baisser sur le marché international, bien sûr que d'ici le début du mois prochain, on va faire une baisse.
J'ai trouvé les échanges très fructueux. Je sais que dans la mesure du possible, ils feront ce qu'ils pourront faire dans 8 mois. Il y a cette disponibilité des autorités à écouter les préoccupations des acteurs de cette région. Et je pense que tous ceux qui sont ici aussi à Banfora, dans la région des Cascades, ont compris la nécessité d'accompagner la transition pour que justement par la suite, ce qu'ils ont comme préoccupation puisse être résolu. Ça m'a permis de venir au nom des élèves présenter nos excuses pour les événements qui se sont déroulés le 2 février à Nyangoloko. Des élèves ont saccagé la voiture d'un proviseur. Si en tout cas de temps à autre le gouvernement peut sortir, aller à la rencontre des populations, aller écouter les problèmes des populations, je pense que en tout cas ça va encourager les uns et les autres et leur donner du tonus dans tout ce qu'ils font au niveau des régions. A noter qu'à cette rencontre qui a fait de Banfora la capitale politique du Burkina le temps d'un après-midi, chaque ministre interpellé est venu apporter soit des éléments d'éclairage ou de précision aux différentes réponses données par le président du Faso et le chef du gouvernement. Voilà, et cette sortie dans les hauts bassins et dans les cascades aura permis au chef de l'État de recueillir les attentes réelles des populations à la base. Les réponses n'en seront que plus facilitées. C'est donc une visite qui s'achève sur une note de satisfecit pour Michel Kafando. Nous écoutons le président du Faso. Ce déplacement du gouvernement était nécessaire. Après ce que nous avons vu, après tous les contacts que nous avons eus, après les échanges que nous avons eus avec les forces vives, Bobo, Banfora, nous sommes convaincus que ce déplacement-là est très significatif. Parce qu'il nous a permis de toucher du doigt les réalités, de toucher du doigt les réalisations que généralement on oublie parce que simplement on est loin, on est à Ouagadougou, et pourtant qui sont des réalisations capitales pour le développement du Burkina Faso. Nous sommes en tout cas édifiés. Nous avons visité le projet de Samandeni. Nous venons de visiter ce matin Sosuko. Nous avons visité aussi la minoterie du Faso. Et vraiment autant de réalisations qui nous font dire que nous devons continuer à aller de l'avant. Et que le gouvernement doit toujours faire un effort, non seulement pour considérer ce qui est fait, mais pour aider non seulement à l'accomplissement, mais aussi même à l'expansion de ces différentes entreprises, parce que véritablement, elles sont le poumon du développement économique de notre pays. En tout cas, nous apprécions, nous sommes satisfaits, nous remercions l'ensemble de tous les acteurs, surtout les forces vives. Là, des propos recueillis par Jean Zongo et Ernest Kambiré. La SN Sosiko et la minoterie du Faso ont contribué dans un passé pas trop lointain à l'essor économique des cascades. L'avenir de ces unités industrielles préoccupe l'État burkinabé. Le président du Faso y était pour constater la situation qui prévaut et encourager les travailleurs et les responsables des deux entreprises. C'est Simplice Baro qui nous résume la visite. Jadis fleuron de l'industrie burkinabé, la SN Sosiko, située dans la commune de Brégadougou, est à la croisée des chemins en raison depuis quelques années de la mévente de sa production sucrière. Une situation qui compromet l'avenir de ces milliers de travailleurs qui lorgnent le futur avec beaucoup de pessimisme si rien n'est fait par l'État burkinabé qui détient 28% des actions. L'État est très inquiétant pour nous les travailleurs. Surtout nous qui avons passé 40 ans de notre vie dedans et plus même. Et quand on se rend compte que ce joyau-là peut disparaître du jour au lendemain par la faute de certaines pratiques et puis de certaines personnes qui ne pensent qu'à leur seul profit. C'est pour sans doute écouter ces préoccupations et envisager des mesures idoines que le chef de l'État et les membres du gouvernement de la transition
sont venus encourager tout le personnel mobilisé pour la circonstance. Le président du Faso, qui a visité les installations de l'usine, s'est surtout appesanti sur le cas du magasin de stockage où l'on peut voir une grande quantité de sucre, environ 8000 tonnes, qui n'arrive pas à trouver preneur. La faute, selon la direction générale de la SN Sosuco, à l'importation frauduleuse du sucre. Une des solutions à la mévente du sucre de la SN Sosuco, la prospection de certains marchés de la sous-région, a entre autres préconisé Michel Kafando, qui s'est par la suite rendu à Banfora, où il a été accueilli à l'entrée de la ville par une foule en liesse. Le président de la transition s'est enquis du niveau d'exécution des travaux de réhabilitation de la minoterie du Faso ex-GMB, une autre unité industrielle de la région des Cascades qui a connu de nombreuses difficultés depuis sa privatisation, intervenue dans les années 90 jusqu'à sa fermeture en 2009. Aujourd'hui, avec la création de la minoterie du Faso, l'État burkinabé a décidé de récapitaliser l'entreprise à près de 2 milliards de francs CFA et d'installer de nouveaux équipements. Des travaux exécutés à environ 90% d'après le directeur général de la minoterie du Faso. Une étape où l'équipement qui avait été diagnostiqué pour être monté sur l'usine pour permettre effectivement sa réhabilitation totale, nous sommes à un niveau pratiquement de 90% du matériel monté. Lorsque la matière première va arriver, immédiatement le mois qui suit, on pourra lancer la production. Michel Kafando et sa suite ont pu constater l'état d'avancement de la mise en place des installations qui devront, d'ici à 3 mois, permettre à l'usine de démarrer la production de la farine de blé, de maïs et d'aliments pour bétail. Mais avant cette phase, la minoterie du Faso a besoin d'un investissement supplémentaire de 2 milliards de nos francs en vue de l'achat de la matière première qu'est le blé, la réhabilitation de ses locaux administratifs de Banfora et Ouagadougou. Si ces conditions sont réunies, la minoterie du Faso devrait être inaugurée dans 3 mois et par les autorités de la transition, s'est voulu optimiste Ignace Traoré, son directeur général. Voilà, il faut donc des mesures adéquates pour impulser le développement dans ces unités industrielles, ce qui pourrait donc profiter au développement économique durable dans les Cascades. Le chef de l'État a déjà une idée sur la question. Il a confié ses ambitions pour ces 2 unités industrielles. Nous l'écoutons. C'est précisément parce que nous avons conscience que ces 2 grandes entreprises qui représentent un pan essentiel du développement du Burkina, ont plus ou moins de difficultés, que nous avons décidé de faire ce déplacement. Nous avons effectivement visité la Sosuco. Nous sommes ici à la minoterie du Faso. Nous avons constaté que ces 2 importantes réalisations qui nécessitent que l'État fasse un effort pour qu'elles puissent mener à bien leur mission, qui est, comme je vous l'ai dit, de contribuer au développement du Burkina. Et si vous voyez que le gouvernement a choisi de venir ici comme à la Sosuco, c'est en raison justement de l'importance que nous accordons à cela. Et je peux vous dire que les difficultés sont là. Nous-mêmes, nous les avons vues, nous les avons constatées, mais le gouvernement de transition, quelles que soient les difficultés que nous avons, essaiera de voir dans quelle mesure il pourra contribuer à apporter une solution à fonctionnement normal de ces 2 grandes entreprises. C'est Ernest Kambiré qui a recueilli les propos du chef de l'État pour nous. Autre point de l'actualité, les acteurs du programme de lutte contre l'ensablement du bassin du Niger sont à pied d'œuvre à Dori pour l'élaboration d'un référentiel commun pour la gestion foncière des sites récupérés. Ils sont venus des 3 pays triangles Burkina Faso, Mali, Niger pour cette concertation. Nous suivons Bernard Diasso depuis Dori. Ce présent atelier qui se tient à Dori après les ateliers nationaux des pays du triangle sahalo-saharien composé du Burkina, Mali, Niger avait à son ordre du jour la présentation des objectifs de l'atelier par la cellule de coordination régionale, la communication des cellules de coordination nationale sur les thèmes, la gestion foncière des sites récupérés par le programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger, PLCE-BN.
et la présentation de la synthèse sur la problématique de la gestion foncière des sites récupérés par le dit programme. Cet atelier du bassin du Niger à Dori est né suite à la volonté des 3 États membres à consolider et pérenniser les acquis obtenus lors de la première phase du programme qui a eu vraiment beaucoup de succès. Selon les organisateurs de l'atelier, le PLCE-BN a engrangé des acquis très intéressants. À peu près 108 000 hectares de terres dégradées ont été récupérés et restaurés. Ces terres qui attirent aujourd'hui beaucoup de convoitises sur le plan pastoral, agricole et forestier puissent être gérées de manière durable. Cela nécessite bien sûr que tous les acteurs et même les autorités au niveau de la sous-région du Triangle puissent tous ensemble réfléchir pour assurer une gestion durable et profitable de toutes ces ressources qui ont été récupérées. Ces ressources qui se font apprécier. C'est forte des acquis du programme de lutte d'ensablement que l'autorité du bassin du Niger a donc eu un mandat à s'engager dans un autre projet de plus grande envergure que l'on appelle le PIDAC. Une visite des réalisations du PLCE-BN Burkina dans la commune de Dori et l'adoption d'un rapport de synthèse comme référentiel commun vont mettre fin à ce 7e atelier du genre régional. L'ancien ministre de l'Environnement et du Développement durable élu homme de l'année 2014, une distinction qu'il doit à ses efforts pour l'élaboration et l'adoption de la loi portant interdiction des sachets et emballages plastiques au Burkina Faso. Salif Ouedraogo a reçu son prix hier à la veille de l'entrée en vigueur de la dite loi. C'est Sylvestre, avec la voix de Jacques Lamissa Tarpaga. Pour la sauvegarde de l'environnement, vale à l'ancien ministre en charge de l'environnement cette consécration. La radio Salan-Kolonto honore le docteur Salif Ouedraogo pour avoir relevé le défi de faire adopter la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables. Nous espérons que l'acte que nous propulsons comme ça et grâce à votre participation va un peu conquérir le monde pour que petit à petit notre pays puisse garantir son développement, garantir sa promotion, sa démocratie grâce à l'action de personnalités comme le ministre aujourd'hui. Loin de s'auto-satisfaire, Salif Ouedraogo estime que le véritable combat contre les sachets plastiques non biodégradables démarre avec cette loi qui justement entre en vigueur ce 21 février 2015. Je l'ai dit, 30% du bétail meurt à cause des sachets plastiques. Chaque année, on perd 405 milliards de francs CFA. 405 milliards de francs CFA pour un pays qui a vocation d'élevage. C'est inadmissible. L'impact sur l'agriculture, ça réduit la productivité agricole, ça réduit la perméabilité des sols. L'impact sur la santé humaine, les caniveaux sont bouchés. L'impact sur le paysage, le tourisme, c'est laid. Donc il fallait qu'on essaie de prendre un texte. On a donné après cette loi l'adoption 8 mois aux acteurs pour qu'ils prennent conscience, pour qu'ils se préparent. Et chaque fois qu'on sortait, on amenait des adresses pour donner aux opérateurs économiques, aux importateurs, d'adresses de gens qui sont capables de les fournir d'emballages biodégradables. Aujourd'hui, là, aucun commerçant importateur ne peut dire qu'il n'a pas saisi cette opportunité-là. Aucun commerçant importateur de sachets plastiques ne peut vous dire qu'il ne peut pas importer d'emballages biodégradables. C'est la 4e année consécutive que la radio Salan-Kolonto décerne sa distinction honorifique homme de l'année. Le prix vise à encourager la culture de l'excellence dans le cadre du bien-être des populations. Toute personne ayant mené une action d'envergure nationale peut prétendre à ce prix. Il existe une réglementation en vigueur dans la gestion des batteries usagées et ferrailles, une réglementation qui n'est pas toujours respectée et c'est pour corriger le tir que le ministère de l'Environnement forme les acteurs du domaine, le souci étant bien sûr de préserver et de protéger l'environnement. Zalissa Sanfo. Il s'était engagé à panser les plaies de l'environnement en le débarrassant des batteries usagées et des ferrailles. Pourtant, le constat que fait le ministère de l'Environnement est tout autre.
La mauvaise structuration et la non-maîtrise de leur activité engendrent d'autres conséquences fâcheuses sur l'environnement et sur la santé humaine. Il nous est revenu à plusieurs reprises des contaminations, que ce soit du sol ou des ressources en eau, dues aux activités de certaines personnes. Il y en a qui collectent par exemple les acides dans des fûts et qui vont les déverser nuitamment donc, dans les caniveaux et parfois dans le lit des barrages. Pour y remédier, le département en charge de ces questions environnementales forme ici les professionnels de la gestion des batteries usagées et de ferraille sur les bonnes pratiques ainsi que la réglementation en vigueur. Nous les avons conviés ce matin pour échanger, pour leur indiquer les bonnes pratiques à observer et également pour obtenir d'eux des engagements à ne plus aller dans de mauvaises pratiques qui polluent notre environnement et qui contaminent donc les enfants qui portent préjudice à la santé humaine et animale. C'est une formation qui sonne ici comme un avertissement. Les bonnes pratiques acquises ici doivent être appliquées à la lettre au risque d'écoper de sanctions. Le pharmacien face à ses responsabilités disciplinaires. C'est le thème des 3e journées du pharmacien burkinabé qui se veut une invite à plus de professionnalisme. Au menu des activités, la tenue du 5e congrès ordinaire de l'Ordre national des pharmaciens, Touboum Evelyne Dabiré, était à l'ouverture de ces journées. 3e journée du pharmacien, suivie du 5e congrès ordinaire de l'Ordre national de ce corps de métier, s'inscrivent dans un environnement concurrentiel et de lutte contre la vente des médicaments de la rue. Ces journées sont, au-delà du seul respect des textes réglementaires de l'ordre, une opportunité d'échange pour la sécurisation des réseaux de distribution des médicaments et de l'amélioration de l'offre pharmaceutique. Ces rencontres donc constituent des opportunités d'échange et surtout de dialogue entre eux pour permettre d'améliorer leurs prestations sur le terrain. Au cours de ces journées, l'analyse des difficultés liées à cette profession, comme la cohabitation dépôt-pharmacie et des cas d'indiscipline comme le non-respect des tours de garde, sera au programme avec en pointe l'élaboration de textes coercitifs. Les pharmaciens qui se retrouvent, qui estiment qu'ils ne peuvent pas suivre ce programme, c'est forcément un cas d'indiscipline. Mais c'est également un problème de santé publique et il nous faut avoir des textes légaux pour pouvoir effectivement approcher ce genre de problèmes, pouvoir les analyser et trouver des solutions. C'est le problème de discipline qui sera posé et le problème de discipline se dessine à travers les textes. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire pendant ces journées? Nous allons repasser tous ces textes et les communiquer à tous les pharmaciens qui sont là. L'Ordre national des pharmaciens, créé en l'an 2000, compte à ce jour plus de 700 membres, avec 180 officines pour les seules villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Cette cérémonie d'ouverture a aussi rendu hommage à la pionnière et doyenne des pharmaciens, Madame Aïva Diawara, de la pharmacie Diawara, décédée le 17 février dernier. À l'Est, les populations réclament une meilleure qualité des soins au centre hospitalier régional de Fadangourma. La coalition contre la vie chère a battu le pavé dans la cité de Yendabili pour se faire entendre avec au bout la remise d'une lettre de doléance aux responsables de la structure Mamadouba. C'est de la médecine. Il faut les poursuivre parce qu'ils utilisent les ressources de l'hôpital, le temps de l'hôpital pour aller chercher de l'argent. C'est de la corruption. C'est pas du commerce, c'est de la fraude. Ambiance particulière ce vendredi 20 février 2015 à la direction régionale de la santé de l'Est. Les militants de la coalition contre la vie chère CCVC du Gourma s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de grave dysfonctionnement au CHR de Fada et ils l'ont signifié au président du conseil d'administration sanitaire, par ailleurs directeur régional de la santé de l'Est. Depuis le 17 juillet 2014, l'administration a reconnu officiellement avoir constaté de graves dysfonctionnements au service de médecine. Et nous, en tant que partenaire social, nous avons suivi l'administration dans une certaine démarche pour résoudre le problème de la médecine. Parce que ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de visite médicale
au service de la médecine, alors qu'il y a 2 médecins régulièrement affectés dans ce service. Et jusqu'à nos jours, les malades sont abandonnés à eux-mêmes et entre les mains des infirmiers. À cela, il faut ajouter la rupture d'oxygène médical, les pannes incessantes au service de la radiologie, le manque d'eau et de carburant pour faire fonctionner l'incinérateur. À toutes ces préoccupations, du reste, consignées soigneusement dans un document, le président du conseil d'administration du CHR de Fada dit avoir pris bonne note et rassure les manifestants de la résolution partielle de leurs doléances, notamment celle concernant les médecins. Une procédure était en cours, la procédure est en aboutissement. Je veux vous rassurer que la demande que vous avez exprimée ce matin est une question résolue. C'est sur cette note d'espoir que les militants de la CCVC du Gourma ont regagné leur base tout en promettant de rester vigilants afin de garantir une meilleure prise en charge à tous les malades du CHR de Fada. La responsabilité sociétale des entreprises, il en a été question à Ouagadougou lors d'une formation initiée par le cabinet d'audit fiscal en Afrique. Une formation sur les implications fiscales de la loi de finances 2015. Des précisions avec Draman Guéné. La loi des finances gestion 2015 présente des avantages pour certaines catégories d'entreprises. Cependant, cette même loi est perçue ici comme une cause d'augmentation des charges pour les petites entreprises. De 0 à 15, c'est des micros. De 15 à 50, c'est les petites entreprises. Pour cette catégorie d'entreprises-là, il n'y a pas de facturation de la TVA. Ça, c'est interdit. Ces entreprises n'ont plus droit de facturer la TVA. Mais, en revanche, lorsque les entreprises font des achats, c'est-à-dire par exemple, s'ils veulent acheter des biens ou des services, le fournisseur va leur facturer la TVA et ils devront payer cette TVA. Il y a des réformes aussi qui sont avantageuses pour les entreprises, notamment les entreprises de presse. Et la loi des finances 2015 prévoit une exonération de droits de douane et de taxes et de TVA pour les importations, par exemple, de matériel destiné aux organes de presse. En plus de la presse, il y a les institutions de microfinance. Cette session de formation, initiée par le cabinet suivi et audit fiscal en Afrique, SOFA, va aussi s'appesantir sur la responsabilité sociétale des entreprises. Il n'est plus tard qu'hier, on a découvert à Samba à côté une entreprise qui actualise les dates des produits périmés. Ça montre que la question de la responsabilité des entreprises est mise en branle. Le cabinet SOFA a été créé en février 2013 et cette session de formation constitue pour ses initiateurs un cadeau d'anniversaire à l'endroit de ses clients. Nous repartons à l'est où 14 présumés coupeurs de route sont tombés dans les filets des forces de sécurité. Les présumés brigands qui semaient la terreur sur les axes routiers et dans les villes et villages ont été présentés à la presse et c'est Mamadou Ba qui nous en parle. Et on a quitté à 5h30 pour aller à Ouaga, devant du Kwamou sur notre miséricorde. C'était 5 personnes. On m'a retiré 10 minutes et un chèque de 200 000. Le témoignage de ce commerçant traduit l'imprudence des populations de la région de l'Est qui continuent encore de se déplacer avec de fortes sommes d'argent. Des attitudes qui, hélas, contribuent au développement de l'insécurité dans cette partie du Burkina, réputée être une région criminogène. Des actions concertées entre les forces de défense et de sécurité et les populations ont permis fort heureusement à la brigade de recherche de gendarmerie de Fada d'interpeller courant janvier 2015 ces 10 présumés braqueurs appartenant à 4 réseaux de délinquants. Ils opéraient avec des fusils de chasse calibre 12, des machettes et des motocyclettes. À l'instar de ces cas de braquage sur des voies publiques, des agressions à main armée ont été perpétrées dans des villages au domicile de certaines victimes. Les villages de Bougui, Nabané et Namungu, au cours desquels des biens ont été emportés. Puis ce fut le tour du commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Pama de présenter 4 délinquants de grand chemin. Le mode opératoire de ces délinquants consiste en un premier temps à cibler les motocyclettes à l'état neuf et les citoyens ayant en leur possession d'importantes sommes d'argent provenant de la vente du coton
du sésame et du bétail dans les zones de Nassougou, Bourgou, Nagré et Matiakwali et ensuite dépossèdent leurs cibles de leurs biens de jour comme de nuit par l'usage des armes. Au cours de leur progression, ils attaquent et dépossèdent tout usager de la route qu'ils rencontrent sur leur chemin. Les présumés coupeurs de route sont pour la plupart des repris de justice. D'où l'occasion pour le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Fadane Gourma, d'appeler à une saine collaboration de la chaîne judiciaire. Les gens qui traquent sur les routes, ils peuvent prendre au minimum 10 ans, ils peuvent aller jusqu'à 25 ans, 50 ans. Mais on a les tests juridiques, mais entre nous les hommes, s'il n'y a pas de collaboration, si on m'amène un PV qui n'est pas bien ficelé, le juge qui est donc le garant des libertés publiques, il ne raisonne pas comme vous et moi, comme la population. Malgré l'insuffisance de moyens logistiques et de ressources financières allouées à la lutte contre le grand banditisme, le groupement de gendarmerie de Fada entend travailler au quotidien pour produire encore des résultats très significatifs. Le programme des Nations Unies pour le développement vient en appui au Conseil national de la transition. Le PNUD a remis du matériel informatique au CNT, un geste qui va permettre aux conseillers de travailler dans des meilleures conditions. Kadi Sanogo. Suite aux dommages matériels que l'Assemblée nationale a subis lors de l'insurrection populaire de fin octobre dernier, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a fait parler son cœur. Il a remis au Conseil national de la transition un lot de matériel informatique composé d'ordinateurs, d'imprimantes, de rallonges électriques, des clés USB et des vidéoprojecteurs. D'un coût estimé à plus de 41 millions de francs CFA, ce lot de matériel va permettre au personnel du CNT de travailler dans de bonnes conditions. C'est un geste d'accompagnement du Conseil national de transition parce que, comme vous le savez, lors de l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre, l'Assemblée nationale a perdu tout son matériel et le Conseil national de transition, qui est l'héritier de l'Assemblée nationale, avait besoin d'équipements pour pouvoir fonctionner. Donc le PNUD appuie depuis les années 1990 le Parlement du Burkina Faso dans différents axes stratégiques. Mais naturellement, sans les moyens matériels, il ne peut pas fonctionner. Donc nous avons mis à disposition rapidement un équipement sous forme de mobilier et un équipement sous forme informatique. Le Conseil national de la transition a traduit ses vifs remerciements pour cet appui. Après l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le CNT aujourd'hui, avait un besoin très fondamental en matériel, surtout informatique. Donc ce matériel va nous permettre de combler ce besoin, ce vide, et ça va nous permettre de bien travailler dans les bonnes conditions. Et par conséquent, nous pensons que ça va beaucoup jouer sur l'efficacité de notre travail. Depuis le début de la transition, la valeur totale du matériel que le PNUD a mis à la disposition du Conseil national de la transition est estimée à 79 millions de francs CFA. À travers ces gestes, le PNUD veut accompagner le pouvoir législatif pour lui permettre d'accomplir sa mission. Les élèves et étudiants de l'archidiocèse de Ouagadougou se sont donné rendez-vous ce matin au sanctuaire marial de Yagma pour communier ensemble. Le pèlerinage cette année a invité à une réflexion sur l'actualisation de la révolution de l'amour, l'amour du prochain et l'acceptation de l'appartenance religieuse et ethnique d'autrui. Prières et célébrations eucharistiques ont ponctué ce moment religieux. Yolande Lompo. Sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma. Embarqués à bord du train de l'amour, ces élèves et étudiants issus de différentes confessions religieuses suivent avec intérêt les messages sur l'actualisation de la révolution de l'amour délivrés par le père Daniel Ouattara et l'imam Inoussa Compaoré. Avec eux, ils apprennent à faire la promotion du vivre ensemble. Vous avez ici des élèves qui sont musulmans, il y en a qui sont protestants,
il y en a qui sont de la religion traditionnelle. L'intérêt, c'est vraiment dans un monde, comme vous l'avez vu avec l'affaire Charlie, où l'intolérance religieuse est de monter en flèche, c'est d'amener les élèves très tôt, à leur âge, à commencer à comprendre qu'il doit y avoir de la tolérance entre eux, que chacun a la liberté de vivre sa foi selon qu'il l'entend. Cette année, plus d'une soixantaine d'établissements sont présents à ce grand rendez-vous et la plupart des pèlerins sont de la paroisse Saint-Augustin. On a appris beaucoup de choses. Aimer, c'est la chose la plus merveilleuse sur terre. Et nul n'a le droit de prendre la vie d'autrui parce qu'on n'est pas de la même religion. Ça nous a vraiment ouvert l'esprit, surtout au niveau de l'islam, parce que moi je suis catholique. Et ce que l'imam vraiment a dit, c'est quelque chose d'énorme. Moi je ne pensais pas que l'islam c'était ça, mais grâce à sa participation à la conférence, ça m'a permis de comprendre beaucoup d'autres choses. Entre louanges, adoration et prière, à l'entame de l'entrée officielle dans le cycle pascal, Monseigneur Jean-Marie Untani Comporé a invité cette jeunesse unie à ne pas tomber dans le fanatisme religieux et à vivre réellement l'amour d'autrui. On s'arrête là pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Un excellent week-end à tous et à toutes. À demain.